tous, on se retrouve cette année pour cette 6e édition de la Japan Days. Comme vous pouvez le voir, cette année l'organisation a vu les choses en grand, puisqu'on va, comme l'année dernière, retrouver une exposition extérieure sur un parking 2 fois plus grand. Mais en plus, cette année, on aura la chance d'avoir une exposition intérieure qui va rassembler tous les modèles les plus mythiques, les petites pépites à ne pas manquer aujourd'hui. Et allez, sans plus attendre, on va aller regarder tout ça. C'est parti. Allez, on se retrouve maintenant devant le stand de surprise de l'événement, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais cette année, ça fait 100 ans que l'idée du moteur Wankel, plus connu sous le nom de moteur rotatif, a émergé de son créateur, Monsieur Wankel. C'est pour ça que cette année, on a vraiment voulu faire un stand qui rend hommage à ce créateur du moteur rotatif, en y intégrant des voitures uniquement équipées de ce fameux moteur Wankel. Donc bien évidemment, à ce stand, on va retrouver des RX-7 et une RX-8. Et là, on a 3 RX-7 vraiment magnifiques avec des configurations très distinctes. Donc là, on aura plutôt une version Time Attack, donc quelque chose qui se veut plutôt efficace. Là, du coup, on a un très bel exemplaire avec un kit Rocket Bunny. Donc Rocket Bunny, ça se veut être quand même un kit plutôt esthétique. Et là, on va vraiment avoir un concentré efficacité et esthétisme avec ce magnifique kit Veilside. Dans cette couleur-là, dans cette configuration-là, peut-être que ça vous dit rien, mais vous l'avez tous déjà vu ce kit-là. C'est celle de Fast and Furious, celle qui est noire et orange, celle de Anne. Autant sur la configuration Time Attack et la Rocket Bunny, on reconnaît encore la Mazda RX-7. Mais c'est vrai que sur ce kit Veilside, la voiture est méconnaissable. On dirait une autre voiture. On dirait presque une Saline S7. Je sais pas si vous avez la ref. Et nous voici cette fois-ci sur le stand de Nissan. Alors, c'est pas n'importe quel Nissan là. Là, on parle des Nissan Silvia. Les fameuses S, vous savez, S13, S14, S15. Là, on a vraiment les plus belles Silvia de France, je pense, réunies sur ce petit carré là. Et je vais un petit peu aller vous montrer qu'est-ce que c'est que la différence entre les Silvia. Alors celle-là, c'est celle que vous devez certainement le plus connaître parce qu'on en a eu pas mal en Europe. Attendez, je vais vous montrer autre chose. Peut-être que ce côté-là de la voiture vous est un peu plus familier. Je disais S13, S14, S15, mais c'est vrai que nous en Europe, on a plus tendance à les appeler 180, 200 SX, 240 SX. Donc là, on est bien sur la S13 du coup. Donc la S13, avec ses fameux phares escamotables, les pop-up comme on aime appeler ça, c'était vraiment la grande mode de ces années-là, fin 80, 90. C'est une époque qui me manque quand même. Mais après, ils sont passés sur la S14. Donc là, on est carrément sur un tout nouveau design, vachement plus agressif avec ces longs phares là. Bon alors là attention, bien sûr elle n'est pas dans un état d'origine, là on est sur un gros kit carrosserie, le capot carbone aéré à la mort, le gros pare-choc qui traîne bien par terre, enfin tout ce qu'on aime finalement dans ce genre de rassemblement. Et alors il y a un petit truc que les gens aiment pas trop qu'on dise, ça vous fait pas penser à une voiture ça? Non? Rien du tout? Un célèbre chauffeur de taxi marseillais, ça vous dit rien? Bon, je vous laisse cogiter, il n'y a pas de souci. Alors voilà, en parlant de kit carrosserie, là c'est tout ce qu'on aime. C'est-à-dire qu'on vient rajouter en fait une aile en plus sur la voiture qui va venir élargir l'ensemble du véhicule finalement. Et on voit que c'est une pièce rajoutée, on voit qu'il y a des rivets de partout autour. Et alors ça sert à quoi d'élargir une voiture comme ça, à part pour l'esthétisme, à pouvoir mettre ce genre de grosses jantes. Vous voyez la taille du voile de cette jante, le déport de cette jante, il est incroyable. Je mets presque ma main entière. On élargit les ailes pour pouvoir faire rentrer des jantes comme ça. Parce que la loi veut que les jantes comme ça ne dépassent pas de la carrosserie du véhicule. Ce qui fait que quand je me mets au-dessus, je vois plus rien et tout le monde est content. Et enfin, voici la Silvia S15 cette fois-ci. Donc pour l'instant, c'est la dernière Silvia qui existe. On ne sait pas si Nissan nous prépare une S16 dans un futur plus ou moins proche. On l'espère tous. L'arrière de cette Silvia S15 m'a toujours fait rêver. Moi, c'est ma Silvia préférée. Pour moi, celle-là, c'est la Silvia. Et du coup, vous l'aurez tous reconnue, enfin j'espère, la fameuse Mona Lisa, la fameuse Joconde qu'il y a dans Tokyo Drift, qui, pour la plupart d'entre vous, j'imagine, vous a un petit peu fait connaître l'univers des voitures japonaises. Ce genre de pot d'échappement, là, les deux gros tubes qui sont pas du même niveau, qui partent un peu sur le côté, on peut croire que c'est un travail de soudure un peu bâclé, mais non, ça c'est quelque chose de très à la mode. On appelle ça des pots d'échappement shotgun. Donc ça fait un bruit très particulier
et ça a tendance à siffler suivant le régime du moteur. On n'aime pas, ça fait partie de la culture. Et si vous vous demandiez pourquoi il y a autant de S15 sur ce stand Silvia, c'est tout simplement parce que cette année on fête les 25 ans justement de cette fameuse S15. Bonjour Anthony. Salut. Voilà, Anthony aussi, enchanté. Je pense que tu pourras mieux expliquer que moi tout ce que tu fais, toutes les pépites que tu arrives à nous amener en France sur le territoire. Moi j'importe du Japon depuis 10 ans des autos pour des clients français. On aime bien relever un peu toutes sortes de défis, les véhicules rares, les véhicules atypiques. Vous voyez, il y a des belles Sky, mais on peut avoir du joli van, du Forester STI. On aime importer des véhicules différents, mais sinon on fera bien entendu tout ce qui est Skyline, Supra, ce qu'on nous demande. Et cette année, vous avez fait les choses en grand et c'est beau et que ça dure longtemps, c'est ce que je souhaite. Nous on reviendra en tout cas, l'organisation est superbe, les voitures exposées sont magnifiques. Bon, ce qui est bien cette année, c'est qu'ils nous ont bien rangé les voitures par ordre de sortie. Je vais vous présenter l'évolution de la GT-R. Donc on a la GT-R R32, la fameuse Godzilla, la vraie, la R33 qui est venue juste après. Ensuite, bien entendu, on a eu la GT-R R34. Et là, on a un magnifique modèle de la toute dernière R35. Parce que la R35, ça fait des années qu'ils nous la ressortent avec une petite mise à jour. Je crois qu'on doit en être à la 12e phase de la R35. Et donc là, on a la 35, mais dans une configuration rookie de carrosserie, posée au sol, amortisseur sur air, des grosses jambes, des gros ailerons, tout ce qu'on aime. Cette année, on va également fêter les 35 ans de la marque Lexus. Et oui, 35 ans, c'est pas une si vieille marque finalement. Pour faire un petit rappel, Lexus, qu'est-ce que c'est? Ça se veut un petit peu être le haut de gamme de chez Toyota. C'est-à-dire que chez Lexus, on va principalement retrouver des grosses berlines de luxe suréquipées, tout en gardant la fiabilité Toyota. C'est beau. Peut-être que vous ne connaissez pas toute la gamme Lexus, et je vous avoue que moi non plus. Donc je propose de faire un petit tour très rapidement. Et vous allez voir que c'est quand même des voitures qui sont concurrentes. Lexus ISF, V8 de 5 litres, 423 chevaux. Lexus RCF, V8 5 litres, 477 chevaux. Lexus RCF Carbon Edition, V8 Atmo, 550 chevaux. Et oui, depuis tout à l'heure, je vous parle que de V8 Atmo. Vous connaissez peut-être plus ce modèle sous le nom de Toyota Saurer, mais c'est aussi une Lexus, la SC400 avec le fameux 1UZFE, V8 Atmo de 260 chevaux celui-ci. Lexus IS200, et c'est aussi connu sous le nom de Toyota Altezza. Donc comme quoi, que je vous disais, Toyota et Lexus, c'est vraiment les mêmes voitures. 600 lignes, 150 chevaux, quelque chose de plus raisonnable. Et voilà ce qui est devenu la IS200. Donc bon, là c'est une 300 parce que la cylindrée est plus importante, mais c'est l'évolution de celle qu'on vient de voir à l'instant. Et avec celle-là, donc on remonte encore un peu le temps, mais là on passe dans la catégorie des LS et non pas des IS, puisque là on est sur une voiture vachement plus grosse, plus luxueuse. Autant vous dire que ça c'était la voiture du bon mafieux japonais. La Lexus SC430, je sais pas vous, mais moi j'y trouve de très gros airs de Bentley quand même. Et c'est là qu'on voit que Lexus veut vraiment se positionner sur le marché du luxe. Et alors là, on est en face de la Lexus LC500. Donc là on est à la limite de la supercar. Déjà cette voiture est dans le futur, on dirait qu'elle vient des années 2050, qu'on soit d'accord. On retrouve le V8 qu'il y avait sur les sportives là-bas, donc à savoir le V8 Atmo de 477 chevaux, comme je disais tout à l'heure. Et ce qui est cool, c'est que là on l'a dans sa version cab, qui est très très rare, avec une configuration magnifique. Regardez-moi ce rouge et cet intérieur en cuir marron, c'est le luxe à son paroxysme. La voici dans sa version non décapotable, ces lignes sont vraiment futuristes. Et dans celle-là, on a exactement le même moteur. Je vais peut-être faire réagir les pros Lexus, mais pour moi c'est clairement une bébé LFA celle-là.
Alors je vous parlais tout à l'heure de modèles un petit peu atypiques. Là, on a un super exemple puisque je suis entouré de kei-cars. Alors, qu'est-ce que c'est que les kei-cars? C'est tout simplement des petites voitures qui ont existé exclusivement au Japon. C'était à l'époque pour des réglementations, qui sont destinées à un usage exclusivement urbain, qui sont équipées de toutes petites motorisations. Mais pour autant, on a quand même des modèles qui ont une bonne gueule. Et alors, quand je vous dis qu'elles sont petites, regardez bien ça. Regardez la taille de ces modèles. Tu peux presque en empiler deux, elles font toujours pas ma taille. Donc là, on est vraiment à la limite de la voiture sans permis. C'est très souvent équipé avec des petits moteurs 3 cylindres, ce genre de choses. Mais pour autant, on a quand même des voitures qui ont de la gueule, quoi. Regarde, on avait même des porte-papillons et tout pour l'époque. Donc là, on a une Autosam ou une Mazda AZ1. Et là, on aura du coup une Honda Beat. Alors ça, il faut savoir que c'est des modèles qui n'ont vraiment pas existé en Europe. Par chez nous, on est sur des modèles exclusivement asiatiques et japonais. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir en contempler ici aujourd'hui. Allez, pour rester un petit peu dans la série des modèles très rares, des modèles un peu mythiques, voici un magnifique exemplaire de Nissan Pao. Nissan Pao, vous connaissez pas, c'est normal, on n'en a pas eu par ici. À y regarder comme ça, en tant qu'Européen, moi j'ai un petit peu envie de ramener ça à la 2 chevaux ou à la Lada ou même un petit peu à la Méhari. Donc bah voilà, ça je voulais être un petit peu l'utilitaire de l'époque. Et maintenant que je suis devant, ça fait presque penser à une tronche de Mini un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mesdames et messieurs, je vous présente le Honda Acti. Alors, sa taille est à s'y méprendre, mais c'est bel et bien un utilitaire japonais. Et d'ailleurs, je suis assez étonné d'en trouver un avec le volant à gauche. J'étais persuadé que ça n'existait que là-bas. Et comme quoi que ce n'est pas toujours la taille qui compte, vous voyez très bien qu'il remplit bien son job d'utilitaire, malgré sa petite taille. Allez, pour rester dans la série des voitures un peu insolites, je parie que vous ne connaissez pas ces deux modèles. Et spoiler alerte, non, ce n'est pas une Ford Mustang. Je suis bien actuellement entouré de 2 Toyota Celica, des Toyota des années fin 70, début 80. Et c'est vrai que on retrouve quand même vachement ces années-là. Enfin, c'est un petit peu l'âge d'or des films hollywoodiens. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis à produire un petit peu des voitures à la sauce américaine finalement. Allez, une fois de plus, 2 voitures complètement légendaires. J'ai autour de moi 2 magnifiques Datsun 240Z. Donc c'est vraiment les premières de la lignée des Z qu'on connaît tous aujourd'hui, les 240Z, donc qui embarquaient déjà à l'époque des 600 lignes, propulsion. Ça commençait déjà un petit peu à causer à l'époque. En 83 du coup, Datsun a été racheté par Nissan et c'est là qu'on a vu apparaître les Z, mais cette fois-ci badgé Nissan avec la 300ZX, la 350Z, 370Z et enfin la Nissan Z ou 400Z suivant les appellations qu'on connaît aujourd'hui. Donc là je garde un petit peu mes distances parce que cette voiture est certainement plus chère que l'ensemble des voitures que vous allez trouver ici, mais j'ai en face de moi une magnifique Toyota 2000 GT. La Toyota 2000 GT, c'est quoi? C'est un modèle de Toyota qui est sorti fin des années 60, début 70 et ça a été un petit peu le début de Toyota dans le milieu de la sportive puisque c'est quand même une voiture qui embarque un 6 cylindres en ligne de 2 litres qui, pour l'époque, atteignait déjà des vitesses de plus de 220 km/h. Fin des années 60, une ligne complètement dingue. Regardez la taille une fois de plus de cette voiture. Une fois qu'on est assis dedans, on a l'impression d'être littéralement assis par terre. Là, elle est dans un état collection. C'est même un crime de la sortir de son garage. Celle-là, je pense, elle a sa place dans un musée. Aujourd'hui, on a la chance de l'avoir parmi nous. C'est incroyable. Drift Shop, le représentant de Drift Shop, voilà, enfin même le créateur, le fondateur de Drift Shop. Voilà, on est 3 associés. On a créé Drift Shop il y a maintenant plus de 13 ans. Notre cœur c'est le drift, notre passion c'est la voiture. Alors forcément qui dit drift dit voiture japonaise. C'est les racines, c'est ça, même si aujourd'hui il y a aussi énormément d'Allemands et d'autres marques représentées, mais notre cœur c'est la japonaise. On a suivi notre passion, on a bossé dur, on a fait ce qu'on aimait et sans forcément avoir de vision à long terme, en se disant on veut grandir, on veut ci, on veut ça. On a vraiment cherché à rendre accessible et rendre possible pour tous les amateurs de s'équiper facilement, pas forcément que de drift, mais même de tuning entre guillemets si on veut. Aujourd'hui on ne dit plus trop le mot tuning, mais dans le fond on va dire de la personnalisation ou de la performance sur de la voiture de route, de la voiture plaisir ou des voitures de circuit. Voilà, on a cherché vraiment à offrir, à transmettre toute cette passion.
Allez, c'est parti, on va un petit peu regarder comment les Civic Type R ont évolué. Donc bah celle-là c'est la mienne. Alors c'est pas une Type R, hein, c'est une EK4. On commence par la Civic EK. Il nous manque la EP3 qui est censée être au milieu. Là, on a la Civic FN, la FN2. Après, on a eu la Civic FK2, donc toujours une Type R, hein, bien sûr, en White Championship. Là, on va avoir la Civic FK8. Et là, enfin, la toute dernière qui existe à ce jour, la Type R FL5. Donc on voit quand même à quel point la gamme s'est modernisée. Là, c'est vraiment flagrant quand on les a toutes en face comme ça. Alors là, à côté de moi, croyez-moi ou non, mais j'ai l'ancêtre de la S2000. En effet, il s'agit là d'une Honda S800. 800, pourquoi? C'est tout simplement la cylindrée du moteur. C'est un 800 cm3, 4 cylindres en ligne, 80 chevaux. À peu près, et c'est une voiture qui est sortie dans les années fin 60, début 70. On n'est pas comme chez Toyota où on voulait un petit peu copier les Américains. Non, là on a bien une voiture sauce wasabi quand même. Alors là, je suis entouré de deux magnifiques Honda Integra DC2. Et ce qui est bien, c'est que là, ils ont vraiment mis les deux différents facelifts, dans la mesure où là, on a le facelift que nous, on a eu droit en Europe, avec ces deux petits phares ronds là. Et là, c'est vraiment le facelift japonais avec ses grands optiques. Je vous laisse me dire lequel vous préférez. Bon, alors celle-là, vous imaginez bien, hein, je ne pouvais pas passer à côté en tant que grand fan de Honda. La Honda NSX. Mais alors attention, c'est pas la NSX que vous avez l'habitude de voir, puisque là, on est sur une NSX R. Elle est plus récente, plus performante, et on la reconnaît déjà parce qu'elle n'a plus les phares escamotables à l'avant. Je trouve ça un peu dommage. C'est la petite touche nostalgique qui s'efface sur ce modèle. Ça n'empêche pas que ça reste quand même un monstre cette voiture. C'est la supercar de chez Honda. Donc on se retrouve maintenant avec Cédric. Cédric, le fondateur de la marque Seika. Seika, ça fait maintenant bientôt 15 ans qu'on existe, donc à la base c'était surtout à l'international. Donc j'ai commencé en Australie, on est pas mal aux États-Unis, Japon et tout ça. Et depuis quelques années, donc comme je suis français à la base, on a fait la société donc à côté d'Avignon à Vedène. Nous voilà, on fait des kits gros freinage, les suspensions, les jantes aussi. Tous nos kits sont conçus sur mesure, on voit avec la personne qu'est-ce qu'elle fait exactement avec sa voiture, les modifs, etc. Et on adapte le kit vraiment au plus près des attentes des gens, quoi. Moi je suis un grand fan de KS Jap aussi, donc je ne m'attendais pas à en voir autant. Et rien que tout le monde qu'il y a dehors sur le parking et à l'intérieur, ouais, c'est vraiment génial, on est content d'être là. Alors là, vous arrivez devant cette voiture et vous allez me dire « Mais c'est quoi ce vaisseau spatial ?» Eh bien, croyez-moi ou non, c'est une Subaru SVX, où on peut voir qu'on a en fait tout le côté de la voiture qui est complètement vitré. C'est assez atypique puisque en fait on n'a pas de montant visible en matière de carrosserie, je veux dire c'est vraiment tout vitré. On a une bulle vitrée au-dessus de la voiture. Cette Subaru SVX embarque quand même un moteur flat 6, oui, le même moteur qu'il y a sur les Porsche, 230 chevaux, 4 roues motrices, ça une fois de plus ça causait pas mal à l'époque quand même. Florian du coup qui va nous présenter un modèle que je ne connaissais pas une fois de plus. Florian, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce modèle? Eh ben donc c'est une Pulsar NX, c'est une N12, c'est la première des NX, jamais vendue en Europe, donc celle-là vient de Californie. On est sur quoi comme moteur? Alors on est sur un truc de dingue parce que donc c'est Californie, c'est les premiers moteurs avec des normes d'anti-pollution. On a un Annex 6, le truc c'est qu'on a un carbu, mais il y a un calculateur électronique, une sonde lambda et un pot catalytique. Ah oui. Ouais, là on est dans du lourd là. Le bonheur dès qu'il faut mettre les mains dedans. Et oui, mais alors le gros avantage c'est que c'est une Nissan, hein, c'est une Datsun, et donc il n'y a pas besoin de mettre les mains dedans, c'est jamais en panne. Si tu devais repartir avec une des voitures qui sont exposées à l'intérieur, là ça serait laquelle? Celle de mon client. Une Yaris GR, j'ai une 4 roues motrices. LC500, la Lexus. La NSX. La NSX, pareil, NSX, je la trouve vraiment sympa dans cette config. La RX-7 Velside là-bas. Et la S14. Ouais, je pense que c'est une de ces deux-là, les deux vieilles Skyline. La 2000 GTR jaune qui a au stand GT Import. La FTO parce que c'est super rare et ça a vraiment un bon look, j'adore la tronche que ça. AE86. La S15. Si tu devais résumer l'événement d'aujourd'hui en un mot, ça serait quoi? Incroyable. Magnifique, quoi. La passion. Il y a de la très belle caisse. Dinguerie de ouf. Bah, c'est japonais, hein. Très très bonne organisation. Incroyable. Grosse évolution, ouais. C'est énorme et grand, très grand. Riche en émotions. Belle découverte. Incroyable. Légendaire, je dirais. Ça y est, c'est le clap de fin, on va dire.
5 mois de travail. C'était la première fois qu'on le faisait à l'intérieur. C'était une grosse évolution, mais dans l'ensemble, la plupart des gens ont été très satisfaits. On peut déjà vous dire une édition l'année prochaine, ça c'est sûr. Nous, on est ravis en tout cas de cette 6e édition. On remercie tous les bénévoles qui nous ont aidés, donc il y en a eu un peu moins d'une trentaine, mais sans eux, ça n'aurait pas été possible de faire tout ce travail. Nos partenaires, donc Grand Tourisme Import, Drift Shop, CK Performance France, Jeanlin, Lexus Chambéry, pareil, qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent déjà certains depuis des années. Donc déjà, un grand merci à eux. On remercie aussi tous nos participants. C'est des gens qui sont adorables. Ils viennent discuter avec nous, ils viennent nous faire confiance, à nous distribuer leurs voitures, nous les poser sur les stands. C'est là les valeurs en fait qu'on veut transmettre au sein de nos rassemblements. Certes, on est une communauté, mais on est aussi une famille et on partage la même passion commune en fait. Ça a été une franche réussite, je pense que ça se verra dans les vidéos, et puis un grand merci surtout également à toute l'équipe de Savoie Expo qui nous ont accueillis pour la première année ici. C'est très professionnel, leur accueil ça a été au top. On retrouve des fidèles, on retrouve des nouvelles têtes, on a un plaisir d'échanger et d'apprendre à les connaître à nouveau. Donc voilà, un grand merci.